L'action du roman de Scholastique Mukasonga, Notre-Dame du Nil, un très beau roman qui a reçu le prix Renaudot 2012, se situe dans le Rwanda du début des années 1970. Le pouvoir politique est monopolisé à cette époque par des membres de la majorité Hutu et la minorité Tutsi fait l'objet de discrimination dans tous les domaines de la vie sociale. Un prêtre rwandais, partisan du régime Hutu, prend la parole en ces termes. Lorsque j'étais prêtre au séminaire, j'ai lu un livre à propos des Juifs. Un livre secret écrit par les Juifs eux-mêmes. Je ne sais pas qui l'a dévoilé. Les Juifs écrivaient qu'ils voulaient conquérir le monde, qu'ils avaient un gouvernement secret qui tirait les ficelles de tous les autres gouvernements, qu'ils s'infiltraient partout. Eh bien moi, je vous le dis, les Tutsis, c'est comme les Juifs. Il y a même des missionnaires, comme le vieux père Pintard, qui disent que ce sont vraiment des Juifs, que c'est dans la Bible. Ils ne veulent peut-être pas conquérir le monde, mais ils veulent s'emparer de toute la région. Je sais qu'ils ont le projet d'un grand empire hamite, que leurs chefs se réunissent en secret comme les Juifs. Leurs réfugiés sont partout, en Europe, en Amérique. Ils ourdissent tous les complots possibles contre notre révolution sociale. Bien sûr, nous les avons chassés du Rwanda et ceux qui sont restés, leurs complices, nous les avons à l'œil. Mais un jour, il faudra peut-être s'en débarrasser, à commencer par ceux qui parasitent nos écoles et nos universités. Fin de citation du livre de Scholastique Mukasonga. Alors, le discours rapporté peut paraître outrancier, mais il reflète fidèlement ce qui se disait et s'écrivait au Rwanda au sein de ces milieux. Et la version africaine des protocoles des sages de Sion a eu des effets comparables à ceux de la version originale. Une minorité qui tire les ficelles, qui s'infiltre partout et qui entretient des projets de conquête est évidemment dangereuse, même quand elle semble opprimée. Un moyen radical pour se protéger des complots ourdis par cette minorité consiste à la mettre hors d'état de nuire. Le résultat, en l'occurrence, est le génocide de 1994. Les Tutsis ne sont peut-être pas des Juifs et les histoires de ces deux groupes humains sont très différentes. Mais les Tutsis, comme les Juifs, ont été régulièrement représentés avec les attributs d'une toute-puissance, d'autant plus inquiétante qu'elle demeurait occulte. Un tel discours se traduit dans les faits avec une logique implacable. Il faut les massacrer parce qu'ils sont forts et on peut les massacrer parce qu'ils sont faibles. La Shoah et le génocide de 1994 sont donc contenus dans les discours avant d'être inscrits dans la réalité. Le parallélisme se poursuit d'une certaine manière au-delà du génocide. En mai 1948 naît l'État d'Israël et en juillet 1994, le pouvoir au Rwanda passe aux mains du FPR. À un demi-siècle de distance, l'Israël de David Ben-Gourion et le Rwanda de Paul Kagame ont fait leur apparition sur la scène internationale en état victorieux, marqué par la mémoire d'un génocide. Israël et le Rwanda ont d'autres points communs encore. Ils ont des relations conflictuelles avec leur environnement, ils sont perçus comme des puissances régionales et ils font l'objet de mises en cause, parfois virulentes, au plan international. On dit qu'ils portent la guerre chez leurs voisins, eux déclarent qu'ils sont menacés par ses voisins. On impute au gouvernement israélien des milliers de morts dans les territoires palestiniens et au gouvernement rwandais des millions de morts au Congo. Eux rejettent ces accusations où ils voient la marque d'une hostilité systématique. Dans les deux cas, l'évocation des génocides dans son rapport consubstantiel à l'État est devenue un élément récurrent du débat public, où Juifs et Tutsis sont décrits comme des auteurs de massacres autant que comme des victimes. Alors bien sûr, les données de départ ne sont pas identiques. La victoire de Kagame a mis un terme à la guerre civile où ses ennemis étaient les génocidaires. La victoire de Ben-Gourion a marqué la fin d'une guerre extérieure face à un ennemi qui n'était évidemment pas l'Allemagne nazie. Les Tutsis sont une petite minorité dans la population rwandaise, bien qu'ils jouent un rôle important dans l'ossature du nouveau régime. Les Juifs forment la grande majorité de la population israélienne. Mais dans les deux cas, la victoire militaire initiale signifiait une survie
à laquelle le souvenir du génocide donnait un sens tout particulier. Les États israéliens, d'une part, rwandais d'autre part, ont sans doute bénéficié de ce fait de quelques passe-droits quant à leur conduite. Ce pouvait être le fruit d'une réflexion sur la manière dont le génocide avait modelé le comportement de l'État, ou encore l'effet de la mauvaise conscience d'un monde qui, n'ayant pas su empêcher le génocide, désirait offrir un dédommagement tardif. Quoi qu'il en soit, les dirigeants israéliens et les dirigeants rwandais n'ont pas été naïfs au point d'ignorer les avantages qu'ils pouvaient trouver à de tels rappels d'un passé récent. Et leur rapport à la mémoire du génocide en a probablement été influencé. D'aucuns ne se sont pas privés de leur reprocher, et les dénonciations sont devenues monnaie courante. La mémoire mise au service de la politique, le génocide servant de prétexte à une expansion territoriale, nous trouvons ça un peu partout. Il est vrai que l'instrumentalisation de la mémoire est difficilement défendable. Mais l'instrumentalisation de la critique de l'instrumentalisation est tout aussi indéfendable. À quoi bon entretenir un débat sans fin sur la gestion de la mémoire s'il devient un débat sur les politiques des gouvernements de Jérusalem et de Kigali ou sur la validité des critiques qui les visent? Je préfère donc m'en tenir à une question qui me semble bien plus féconde, celle qui concerne non pas la réalité de la puissance présente dans son rapport à la mémoire du génocide, mais la manière dont l'image de cette puissance affecte l'image du génocide. Pour la méthode, on peut admettre que toutes les attaques visant les politiques actuelles d'Israël ou du Rwanda sont fondées, puisque le débat ne porte pas là-dessus. Aussi grandes que soient les différences entre la Shoah et le génocide de 1994, entre le Proche-Orient et l'Afrique des Grands Lacs, entre les réalités israéliennes et les réalités rwandaises, on est frappé par la similarité des mécanismes à l'œuvre. Nous ne sommes pas dans une succession entre deux rôles, celui du dominé et celui du dominant. Selon la figure classique, nous ne sommes rien, soyons tout. Au contraire, le faible et le puissant sont reliés par une continuité qui dépasse les cadres temporels. Le temps a passé, plus de 70 ans pour les uns, bientôt 20 ans pour les autres, et pourtant, rien n'est aboli. En effet, la dimension temporelle est peu pertinente lorsqu'il s'agit de la mémoire d'un crime, le génocide, qui touche la victime au plus profond de son être. Les guerres, les conditions sociales, les catastrophes naturelles frappent les gens en fonction des circonstances. Le génocide a ceci de singulier qu'il punit le crime d'être né. Tout juif, tout Tutsi était promis au couteau des tueurs. C'est son essence de juif ou de Tutsi qui était visée. C'est cette même essence qui continue d'emporter la mémoire. Et c'est à bon droit qu'Israël et le Rwanda ont dans leur capitale les mémoriaux de leurs génocides respectifs. Celui de Yad Vashem à Jérusalem, celui de Gisozi à Kigali. Cependant, si l'essence du juif ou du Tutsi, disons son identité, est en jeu dans la mémoire génocidaire, son existence, disons son comportement, n'obéit pas aux mêmes règles. Le juif au pouvoir à Jérusalem, le Tutsi au pouvoir à Kigali, se comportent dans une large mesure comme des hommes de pouvoir, sans cesser de porter l'identité de la victime. Comment le monde, naguère spectateur du génocide, ne serait-il pas tenté d'interpréter cette étonnante dualité comme une preuve que dans le faible d'hier, il y avait déjà quelque chose du puissant actuel, que les victimes n'étaient pas vraiment innocentes. Les données dont nous disposons indiquent que la grande majorité des habitants des pays occidentaux éprouvent une forte empathie envers les victimes des génocides. On peut même dire que, loin de s'atténuer au fil des années, cette empathie s'est renforcée à mesure que la connaissance des génocides pénétrait au sein de la population. Cela est vrai de la Shoah et du génocide des Tutsis au Rwanda. Cela est vrai également d'autres génocides comme celui des Arméniens ou celui des Tziganes, ainsi que de massacres de masse commis au fil des siècles sous diverses latitudes.
évoquait un mouvement en sens inverse, qui affaiblirait cette empathie, du fait de réalités politiques apparues ultérieurement, semble donc contre-intuitif, et même sans doute, si on s'en tient à l'état d'esprit majoritaire au sein de la population, tout à fait infondé. Il convient cependant d'être attentif à des évolutions qui se produisent au sein du discours consensuel sur les génocides et leurs victimes. Au lendemain du génocide ou après la découverte de celui-ci, le premier mouvement est le désarroi. Le génocide est perçu comme constituant le mal absolu. Et face à ce mal absolu, le public est porté à dresser l'image d'un bien absolu. La candidate naturelle à ce rôle est la victime, perçue comme innocente, pure et bonne. Par la suite, il peut apparaître que la victime, en tant que personne réelle, ou dans l'État, qui a hérité de son statut, que la victime n'est pas à la hauteur des attentes que l'on avait mises en elle. Le sentiment d'avoir été floué risque alors de se muer en colère. C'est le temps des formules toutes faites sur les victimes transformées en bourreaux que l'on a vu fleurir tant dans l'espace palestinien que dans l'espace congolais. Pour peu qu'on se laisse aller à de telles pensées, on risque d'être ensuite porté à revisiter le passé en projetant sur la victime de jadis les reproches, fondés ou non, que l'on fait maintenant à l'État, devenu en quelque sorte son avatar. La République n'a jamais été aussi belle que sous l'Empire. Les Juifs et les Tutsis n'ont jamais été aussi estimables que lorsqu'on les massacrait. Sans que les choses soient dites aussi crûment, la mémoire du génocide est menacée d'une reconstruction où les péchés de l'Israël contemporain seraient en quelque sorte imputés aux Juifs enfermés dans leur ghetto, et où les péchés du régime actuel de Kigali seraient mis au débit des paysans Tutsis persécutés sur leurs collines. Et voilà comment de sincères défenseurs des droits des Palestiniens, ou des citoyens légitimement troublés par les informations en provenance du Congo, peuvent se révolter contre une fantasmatique toute-puissance attribuée aux anciennes victimes et adhérer à des discours fondés sur la stigmatisation de celles-ci. À ce stade de la relecture de l'histoire, l'amour déçu rencontre un sentiment plus trouble encore. L'image de la pure victime suscitait certes le respect, mais aussi la jalousie et le ressentiment. La jalousie, car les perfections supposées aux victimes des génocides ne pouvaient que susciter des sentiments ambivalents au sein des populations qui n'avaient pas un pareil héritage. Le ressentiment, car l'hommage rendu aux victimes contient toujours une part de blâme pour les personnes qui ont laissé s'accomplir le crime, c'est-à-dire pour la quasi-totalité de l'humanité. Sur quoi intervient la divine surprise ? On apprend que les victimes ne sont pas aussi faibles ni aussi innocentes qu'il y paraissait. Les victimes sont donc moins admirables et les autres moins coupables. C'est alors que des courants encore confus, apparus au sein de la bonne conscience majoritaire, peuvent entrer en résonance avec des discours marginaux où la mise en accusation des victimes résulte de pulsions d'un autre ordre. Le cas le plus connu dans la France des années récentes d'une telle conjonction entre des réserves entre les victimes et une agressivité à leur rencontre est associé au nom du comique Dieudonné. Il est vrai que la négation de la Shoah diffusée par Dieudonné diffère des formes de négationnisme dont nous avons l'expérience depuis les années 70, tant par son mode d'expression que par le public auquel elle s'adresse et par les associations d'idées qu'elle suscite. Partant d'une dénonciation de la politique israélienne sous la forme d'un rabbin colon, Dieudonné continue avec une mise en accusation des esclavagistes juifs qui auraient selon lui dominé la traite négrière. Puis il passe à la négation de la Shoah. Le fil conducteur est on ne peut plus simple. De la nocivité actuelle des juifs israéliens, colons, on passe à la nocivité intrinsèque des juifs, esclavagistes, et il en résulte que les juifs victimes de la Shoah ne pouvaient pas être des victimes, ou que s'ils l'étaient, c'est parce qu'ils l'avaient bien cherché. Il s'agit là d'une logique apparente,
Mais on peut se demander si le mouvement réel n'est pas à l'inverse, c'est-à-dire si la nécessité première de nier le génocide, par concurrence victimaire ou pour toute autre raison, n'a pas incité Dieudonné à chercher un argument dans l'actualité proche-orientale. De tels discours culminent dans le mythe selon lequel les victimes seraient les responsables de leur propre massacre. On se demande à qui profite le crime, et de l'identité du supposé profiteur, on déduit l'identité du véritable criminel. Le génocide, réel ou imaginaire, est alors dépeint comme un élément d'une vaste entreprise politique, financière et guerrière qui aurait été organisée, voire exécutée, par les dirigeants de ce groupe présentés jusque-là comme victimes. Un pareil mélange de cynisme et de brutalité ne serait concevable que si l'on parlait d'une puissance formidable et non d'une population sans défense. Mais précisément, la toute-puissance attribuée aujourd'hui aux États devenus les symboles des victimes, Israël et le Rwanda, fait passer ce récit pour vraisemblable. L'historien africaniste Jean-Pierre Chrétien a exposé la diffusion d'un tel mythe dans un article intitulé « Le génocide du Rwanda, un négationnisme structurel », qui est paru en septembre 2010 dans la revue de la Ligue des droits de l'homme, Hommes et Libertés. Je le cite. « Tous les Rwandais auraient été victimes d'un génocide, le génocide rwandais, dont la cible primordiale aurait été les Hutus et dont les planificateurs auraient été les exilés Tutsis organisés dans le FPR, alliés du président ougandais Museveni, et appuyés par les puissances anglo-saxonnes et par Israël. Les responsabilités sont dès lors inversées, selon le principe bien connu de la propagande en miroir. Dans ce schéma, le FPR c'est le front rwandais de Kagame, le FPR aurait programmé une extermination des Hutus, mais aussi le sacrifice des Tutsis de l'intérieur, dans le but cynique de disqualifier les autorités Hutus de 1994. Les génocidaires ne seraient que les pions d'une stratégie Tutsi de conquête du pouvoir à Kigali et de constitution d'un empire nilotique en Afrique centrale. Je continue de citer Jean-Pierre Chrétien. Le génocide n'aurait été qu'une autodéfense provoquée. C'est ainsi expliqué déjà la RTLM, c'est la fameuse radio des Mille Collines qui a accompagné le génocide de 1994. C'est ainsi expliqué déjà la RTLM en mai 1994 que les Tutsis se sont suicidés. Cette thèse, qui fonctionne en boucle sur les sites du net, imprégnés de conspirationnisme, et qui relaie un prétendu plan de colonisation Tutsi, diffusé par des extrémistes hutus-rwandais dans les années 60, est digne des protocoles des sages de Sion dans son contenu et dans son fonctionnement. Elle suscite, hélas, à droite comme à gauche, des délires, où tantôt un souverainisme français, tantôt un altermondialisme anti-Wall Street se trouvent dévoyés. J'arrête là la citation de Jean-Pierre Chrétien et je reprends. On voit comment le constat de la toute-puissance actuelle, réelle ou supposée, des ex-victimes, rend plausible leur toute-puissance passée, et comment ce rétroéclairage permet de refaire l'histoire du passé à la lumière de ce que l'on croit savoir du présent. La révélation des complots attribués aux victimes, ou plutôt leur rappel, puisque le complot était l'une des pièces du dossier d'accusation qui avait justifié le génocide, vient compléter le dispositif. S'agissant des Juifs, la première manifestation du mythe selon lequel ils auraient organisé la Shoah est antérieure à la Shoah elle-même. C'est l'affirmation que le président de l'Organisation sioniste mondiale, Chaim Weizmann, aurait déclaré la guerre à l'Allemagne en 1939, peu avant la déclaration de guerre franco-britannique. En fait, les sionistes avaient fait savoir au gouvernement de Londres que malgré le conflit qui les opposait à la politique britannique en Palestine, ils prendraient part au combat commun contre l'ennemi nazi. La déclaration de guerre faite par Weizmann
a servi d'argument à la propagande nazie, et après la guerre, elle a servi d'argument aux propagandes négationnistes. Elle a été intégrée depuis lors dans un discours global selon lequel le prétendu génocide n'est rien d'autre qu'une vaste conspiration organisée par une superpuissance juive connue désormais sous les dénominations d'Israël et de sionisme international. Il suffit de taper sur un moteur de recherche Internet les mots complot, sioniste et holocauste pour être littéralement envahi de textes et vidéos. Plus de 3 millions d'occurrences selon mon décompte à la mi-janvier. De textes et vidéos décrivant cette conspiration dans les moindres détails et en diverses langues. J'ai même eu la surprise de retrouver tout cela récemment sur le site personnel d'un homme généralement présenté comme proche de la gauche antilibérale et très actif dans ces milieux. Cet homme a mis en ligne une vidéo d'un antisémite américain dont il admire par ailleurs les thèses conspirationnistes sur le système bancaire. La vidéo explique que le nazisme est le fruit d'une alliance entre Hitler et les sionistes, que les camps de concentration ont été organisés et dirigés par les juifs sionistes afin d'éliminer les juifs antisionistes, et que, suite à l'élimination de leurs associés allemands, les sionistes sont devenus, je cite, les maîtres du monde. Le plus étonnant est que de tels propos n'ont provoqué aucun trouble dans l'esprit de celui qui a accueilli la vidéo sur sa page personnelle afin de faire profiter ses lecteurs. Ce n'est pas de l'antisémitisme, écrit-il en commentaire. Ce sont des faits étonnants à vérifier. Le mot « fait » est écrit en lettres capitales, comme pour souligner l'importance des vérifications à effectuer. Certes, de telles outrances sont marginales et ont peu d'effet sur l'opinion, sans parler bien entendu de la communauté des historiens et des chercheurs, pour qui elles constituent au mieux un bizarre objet d'étude. Elles sont significatives cependant, pour deux raisons. D'une part, elles se relient fermement aux autres éléments du discours sur la toute-puissance des victimes. Et en cela, elles peuvent leur offrir un prolongement naturel. D'autre part, bien que les auteurs de pareilles inventions appartiennent tous à des milieux extrémistes, où la négation des génocides a valeur d'article de foi, il se trouve des gens apparemment dénués de toute motivation idéologique directe pour les juger vraisemblables et donc les relayer à leur tour. Je souhaite, en guise de conclusion, aborder un point que je n'ai pas du tout traité, parce qu'il mériterait un développement séparé. Comment les ex-victimes des génocides, ou les personnes qui portent aujourd'hui un tel héritage, concilient-elles la mémoire de souffrances passées et le sentiment d'une apparente puissance ? Les Juifs aiment à citer le commandement qui leur fut transmis par Moïse. « Tu ne maltraiteras point l'étranger et tu ne l'opprimeras point, car vous avez été étrangers dans le pays d'Égypte. » C'est le même principe qui sera repris bien plus tard par un contemporain de Jésus, Rabbi Hillel, quand il résumera la Torah à l'usage d'un païen en ces termes. « Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. » Les deux impératifs se conjuguent. Avoir connu dans sa chair la condition de l'étranger est une condition suffisante pour savoir en quoi il est pénible et donc pour ne pas l'infliger à autrui. Ce qu'on dit là de l'étranger vaut aussi bien pour le pauvre, pour l'infirme, pour toute personne qui n'est pas en mesure de défendre ses intérêts essentiels ou qui, si elle en a la capacité théorique, ne l'exerce pas effectivement. Quand la victime d'un génocide se souvient des souffrances qui lui furent infligées, il est possible qu'elle soit de ce fait incitée à mieux se conduire. En va-t-il toujours ainsi ? Il serait téméraire de l'affirmer. Les ex-victimes et leurs descendants
peuvent aussi bien s'ancrer dans la pensée que le monde entier les a jadis abandonnés à leur sort et que l'autodéfense est le seul garant de leur survie. En tout état de cause, s'il est éthiquement souhaitable qu'une personne tire des conclusions positives et altruistes des souffrances endurées par elle-même ou par ses proches, il est éthiquement inadmissible qu'un étranger prétende lui dicter des règles de comportement sur la base de ses souffrances. Je m'en tiendrai là. Merci.